Et pour parler donc de la situation politique et économique en Égypte et surtout de la visite de Rex Tillerson, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amin, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, tout d'abord, on voudrait une évaluation générale de la visite et de la tournée au Proche-Orient aussi de Rex Tillerson et surtout de sa visite en Égypte et de sa rencontre avec les responsables, avec à leur tête le président de la République. Bien évidemment, maintenant, on voit que l'administration Trump a commencé à faire des étapes assez osées, si on peut les appeler comme ça, dans la région Moyen-Orient. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas réussi sur de nombreux dossiers, surtout le dossier syrien, et qu'il fallait que les États-Unis commencent à reprendre de nouveau le leadership, s'ils veulent, dans la région. Or, c'est un peu tard, parce que de nombreux pays, surtout l'Égypte, a changé aussi et n'est pas prête à suivre comme avant ce que Washington disait. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle approche. Ils veulent avoir un dialogue franc, un dialogue direct. Et je crois que la rencontre entre Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, et notre président Abdel Fattah al-Sisi est une rencontre assez directe et franche, parce que l'action de l'Égypte maintenant dans la région montre très bien qu'on a un plan à sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, et qu'on a une coopération avec les Russes, on a une coopération avec les Européens. On est les maîtres de nos propres décisions. C'est une question d'intégrité, de sécurité nationale. Et je crois que aussi l'Égypte a les mains tendues pour l'administration américaine, donc surtout sur le niveau économique. Donc cela montre que les Américains, ils ont compris que maintenant l'Égypte est malgré toutes les turbulences qui ont eu lieu ces dernières années, le désaccord qui a eu lieu surtout après la révolte du peuple égyptien le 30 juin 2013, je crois qu'ils se sont rendus compte que l'Égypte est un partenaire économique, un partenaire militaire, sécuritaire dans la région, dans le combat contre le terrorisme. Donc c'est un pilier sur tous les niveaux pour l'administration, pour toute administration américaine, pour toute stratégie américaine dans la région. Mais au niveau de la politique étrangère aux États-Unis, est-ce qu'il y a d'abord un accord entre le Congrès américain et le président Trump? Bien sûr que non. Et c'est connu partout. Et tout le monde attend même les élections partielles en novembre prochain, que ce sera la grande confrontation entre les deux. Je crois que malheureusement, il y a certains au sein du Congrès américain qui sont encore hostiles à l'Égypte. Il y a certains sénateurs par leur nom. Il y a d'autres sénateurs qui sont pro-l'Égypte aussi. Et je crois que Donald Trump, il essaye d'une façon ou d'autre de gagner du terrain. C'est-à-dire, par exemple, de gagner le lobby israélien, en même temps aux États-Unis, et en même temps de gagner aussi les alliés traditionnels comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, dans cette région. Or, c'est une équation extrêmement difficile pour Donald Trump. On va voir avec le temps comment il va s'en sortir. Mais il y a des gens au sein du Congrès qui militent encore pour arrêter l'aide économique à l'Égypte, l'aide militaire ou la coopération militaire, je préfère l'appeler comme ça, la coopération militaire avec l'Égypte. Et ils font cette pression sans cesse. Et bien sûr, il y a des États aussi qui contactent ces congressmen et qui essayent aussi d'influencer leurs décisions. Le Qatar fait tout le temps des pressions sur toutes les administrations occidentales contre l'Égypte. Alors, je crois que Donald Trump et les stratèges à Washington, ils savent très bien que l'Égypte a un rôle primordial. Et malgré tout ce qui se passe, ils n'auront pas le choix, sauf qu'à coopérer avec le Caire.
Bon, expliquez-nous la philosophie derrière l'aide américaine à l'étranger. Les États-Unis menacent très souvent d'arrêter les aides, de donner des aides. Voilà. Donc on voudrait comprendre l'idée derrière ces aides, surtout que les États-Unis sont le plus grand pays endetté. Donald Trump lui-même l'expliquait souvent durant sa campagne. Il disait à l'Arabie Saoudite, et même au Japon, même à l'Allemagne, il leur disait nous payons pour vous, nous subventionnons votre sécurité, vous nous devez de l'argent. Lui, il explique par exemple cette question de dette, c'est que l'argent n'a pas été récolté. Et que les anciennes administrations n'ont pas fait payer l'Arabie Saoudite, n'ont pas fait payer le Japon, l'Allemagne, comme il le fallait. Alors, il faut comprendre la philosophie américaine là-dessus. C'est une philosophie capitaliste, bien sûr. C'est qu'il faut, si on donne un sou, il faut avoir le prix. Or, ça ne marche pas comme ça entre les États maintenant. Regardez avec la Russie, par exemple. Ils ont imposé de tant de sanctions économiques. Et comme le président Vladimir Poutine l'avait dit, bientôt, ils en auront marre de tout ça parce que ça va prendre beaucoup de temps et d'efforts et de sacrifices de leur part pour empêcher compagnie après l'autre de ne pas coopérer. Donc, le jeu est totalement différent maintenant. Cette mentalité, ça va changer bientôt, mais n'oublions pas que c'est une mentalité qui a réussi à contrôler ou à imposer l'homogénéité américaine, le monopole américain sur le monde pour des décennies. Ils ne peuvent pas le changer du jour au lendemain. Donc cette mentalité existe toujours. Ils savent qu'ils sont les premiers exportateurs d'armement dans le monde, ça c'est vrai, et que les pays ont besoin souvent de cela, que les aides économiques, les USAID, est partout dans le monde, leurs bureaux sont partout dans le monde, donc ça aide. Mais il doit savoir que les pays maintenant en voie de développement, comme l'Égypte et d'autres pays, sont en train de construire leur propre économie. Ben justement, parmi les millions de dollars dépensés par l'aide américaine dans plusieurs pays, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment des progrès significatifs dans ces pays, ou bien des projets qui ont changé l'économie, par exemple, ou la situation sociale dans certains pays? Non, la pensée américaine, souvent, c'est de donner la subvention qui aide uniquement le pays ou le régime à tenir jusqu'au bout. On l'a vu ici en Égypte avant la révolution de janvier 2011. Donc, c'était totalement la dépendance sur l'économie américaine et cette subvention, et qu'un régime reste fidèle aux décisions de Washington. Or, les populations ne le sont pas, elles ne le sont plus. C'est pour cela, ça explique pourquoi, par exemple, actuellement, le peuple égyptien a accepté toute cette pression sur son économie et de faire les sacrifices parce qu'ils ont compris que si on reste souvent dans la logique de l'aide étrangère, surtout américaine, on va jamais sortir de ce tunnel. On restera toujours comme ça. Donc, l'alarme est bien claire pour Washington, que même les peuples sont maintenant très éclairés. Ils savent très bien que c'est eux-mêmes qui doivent travailler et fournir l'argent pour leur pays. Bon, concernant la tournée au Proche-Orient du secrétaire d'État américain pour la politique étrangère, ou le chef de la diplomatie américaine, comment est-ce que vous l'évaluez? La tournée, bien sûr, elle est maintenant, elle est dans un contexte très complexe. Parce que le dossier syrien, maintenant, s'achève. L'Égypte, maintenant, on a vu sa position. Elle s'est montrée maintenant, elle a grincé les dents contre le terrorisme. On a commencé à agir. On a vu que, par exemple, Erdogan a commencé à faire des aventures quelque part au Moyen-Orient, et certains harcèlements aussi contre les ressources de gaz de l'Égypte et de Chypre. Donc, et ça on ne va pas la laisser passer comme ça.
Alors je crois que Rex Tillerson essaye de jouer le rôle le rôle américain du policier de la région, qui vient pour tempérer la situation. D'ailleurs, il a déclaré que les États-Unis soutiennent totalement l'Égypte dans son combat contre le terrorisme. C'est très bien. Et je crois que cette visite pour l'Égypte, parce qu'elle a commencé par l'Égypte, ça montre qu'il y a un changement de priorité chez les Américains. Parce qu'avant, c'était toujours une visite pour Israël ou pour l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Mais maintenant, on a montré au monde, surtout actuellement, que l'administration américaine est forcée de collaborer, qu'ils le veuillent ou non, avec les grands joueurs dans l'équation actuelle au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Égypte. Et ce changement de position est une décision du Congrès ou bien du président américain? La logique de l'administration américaine, c'est toujours, il y a le State Department, le Congrès et la Maison-Blanche. C'était toujours les trois. Je crois que Rex Tillerson, maintenant, avec le caractère de Donald Trump, je crois que Donald Trump, il a réussi quand même à contrôler le State Department, le département d'État américain. C'est-à-dire que je crois que c'est une décision déjà des stratèges de la Maison-Blanche. C'est qu'il faut recourir à l'Égypte, il faut discuter avec les Égyptiens, parce que, qu'ils le veulent ou non, nous, on continue notre combat contre le terrorisme. Et si on aura besoin, on aura toutes les expertises de tous nos amis, surtout les Russes aussi. Et je crois qu'eux, ils ont compris que ce n'est pas la peine de recommencer la même faute que ça a été fait à l'époque d'Obama, de faire des problèmes avec l'Égypte. C'est maintenant ou non qu'il faut reconstruire ces ponts et construire les liens stratégiques avec ce pays. Sinon, nous, on a toute la possibilité de coopérer avec la Russie, avec de nombreux partenaires. De toutes les manières, que pensent les États-Unis de la coopération égypto-russe, surtout avec ce qui se passe entre Américains et Russes? Bien sûr, ils sont très inquiets. Ils n'aiment pas voir ça parce que c'était le monopole américain depuis les années 70, surtout ici en Égypte. Et qu'au bout de quelques années, ils ont tout perdu ici en Égypte. Je crois qu'ils croient sincèrement que c'est dangereux pour eux, pour les intérêts américains dans la région. L'Égypte est un pays maintenant qui est doté d'une force armée redoutable, capable de se défendre tout seul et de coopérer avec la Russie, qui est là, et qui a aussi une autre, cette coopération, elle a aussi la coopération nucléaire sur Al-Daba. Donc, et aussi l'Égypte a des projets pour le canal du Suez, et on a dans nos calculs les Russes. Pour l'instant, si vous vérifiez dans les discussions, on n'a jamais parlé vraiment des concrets des projets américains. C'est ou bien chinois ou bien russe. Donc, ils sont alertés par cette situation. Ils savent que la décision en Égypte, elle est prise et calculée avec beaucoup de prudence, mais que le moment où ça va être dangereux pour notre souveraineté et intégrité, on ne va pas hésiter de travailler avec nos partenaires russes. Et le président El-Sisi l'a dit à plusieurs reprises. Bien sûr, la politique du président El-Sisi, d'abord, c'est pas l'Égypte, ce n'est pas un président ou une personne. L'Égypte, c'est tout un patrie avec son institution militaire solide et qu'on va tous œuvrer pour nos intérêts nationaux. Et on a prouvé qu'on a pu vraiment tolérer beaucoup de difficultés, beaucoup des sanctions implicites qui étaient imposées sur nous, mais on a pu continuer. Donc la politique du président El-Sisi, elle est claire. La souveraineté de l'Égypte, elle est primordiale. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et au niveau de la coopération économique entre les États-Unis et l'Égypte, est-ce qu'on peut parler de grands projets ou bien de projets actuels? Il y a des projets en continu.
Mais des méga-projets, comme on parlait avec la Russie, par exemple, non. Pour l'instant, on n'a pas abordé de tels sujets. Pour deux raisons. Parce que les Américains eux-mêmes, ils ne veulent pas la politique de Donald Trump, ils ne veulent pas trop faire des investissements à l'étranger. Si on se souvient bien, durant les élections américaines, ils promettaient, les Américains, de ramener tous les usines et tout le boulot à l'étranger, de le ramener à la terre américaine pour que les Américains travaillent. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas en train de faire de nouveaux investissements, surtout au Moyen-Orient, où maintenant la situation elle est très périlleuse. Et je crois que pour nous, les Égyptiens, ça tombe bien, parce qu'on continue les projets qui existent déjà, mais en même temps, on était forcé par le destin de chercher d'autres partenaires et d'être autonome. Et au niveau du tourisme américain, pourquoi, à votre avis, il n'y a toujours pas un retour assez important du tourisme américain en Égypte? C'est une carte, bien sûr, jouée par de nombreux pays sur l'Égypte. La carte du tourisme qu'on ne va pas laisser maintenant nos concitoyens d'aller chez vous rendre visite. Et bien sûr, beaucoup des Américains, ils adorent Luxor et Aswan et tout ça. Il y a certains qui viennent, bien sûr, mais le tourisme en masse, pour l'instant, c'est une carte. On comprend que de nombreux pays, surtout occidentaux, ils jouent cette carte avec l'Égypte. Mais nous, on a d'autres intérêts et on a d'autres projets autonomes pour ne pas trop compter sur cette carte. Et pour le tourisme du Moyen-Orient vers l'Amérique, le président Donald Trump avait parlé de mesures assez draconiennes pour les visas. Bien sûr, c'est une question qui change de temps en temps. On voit parfois durcissement soudain, et soudain on trouve un relâchement des conditions. Donc ça c'est aussi une carte. Il y a bien sûr des États qui sont dans la liste noire, comme l'Irak, la Somalie, l'Afghanistan et tout. Mais parfois, il a hésité de parler de l'Égypte ouvertement. On n'a pas vu le nom d'Égypte figurer dans la liste. Mais parfois, il y a bien sûr du durcissement bureaucratique. Mais ça aussi, c'est dans les relations bilatérales de faire la pression pour qu'on cède quelque chose ou d'autre. Mais je crois aussi que nous, on a un potentiel important, c'est le tourisme intérieur aussi pour nous. Et les conditions de visite aux États-Unis, c'est toujours de relations familiales, de liens familiaux entre les Égyptiens. Alors, c'est des cas particuliers. Mais pour dire que c'est une politique d'État contre l'Égypte, non, ça n'existe pas vraiment. Je ne crois pas aussi que c'est dans l'intérêt des Américains. Si on revient au Proche-Orient, vous avez dit tout à l'heure que le dossier syrien s'achève. Il s'achève sur quelle note, d'après vous? Bien sûr, la décomposition de l'État syrien, elle était imaginée par l'administration Obama avec leur partenaire turc Erdogan et certains pays dans la région aussi. Or, l'intervention russe qui a eu en 2015, je crois en novembre 2015, septembre 2015, elle était claire que le peuple syrien a son mot à dire, qu'il y a un gouvernement central, qu'il faut pas. Les pays arabes sont pas très, comment dire, très faciles à démanteler comme on a fait avec la Libye ou l'Irak ou le Yémen. Que maintenant, avec la situation est différente. Le président Bachar al-Assad est un président du peuple syrien. Il y a une armée nationale qui doit combattre le terrorisme. Alors, actuellement, le dossier s'achève que maintenant, bien sûr, il y a le dossier d'Idlib, la dernière partie où il y a les fièvres des groupements terroristes là-bas. Je crois que ce dossier sera clôturé. La seule question qui va rester entre les forces internationales, c'est la question kurde. Et qu'est-ce que l'armée turque va faire
là-bas à Afrin et autres parties. Surtout que ce n'est pas vraiment l'armée turque. Là-bas, ce sont des milices de toute la nationalité. Alors, ce sont des mercenaires. Alors, ça aussi, une question qui va être réglée. Mais la question kurde, je crois que il y aura un accord avec Damas, qu'il y aura une autonomie, comme il y a eu à Erbil en Irak, qu'il y a des zones autonomes pour les Kurdes à un certain moment, parce que c'est une population armée. Mais c'est ça l'épine qui restera dans le dos de la Turquie. Voilà. Et au niveau des relations avec la Palestine, la Turquie et Israël? Alors, bien sûr, Erdogan, il joue sur toutes les cartes. D'abord, il soutient le Hamas, mais il soutient le Hamas pour qui? C'est pour l'Égypte. Il ne vise pas vraiment Israël. Il l'a fait à plusieurs reprises pour faire sa pression. Et ça ne marche plus parce que nous, on a le plan à construire les réconciliations entre le Fatah et le Hamas. Et avec Israël, bien sûr, la Turquie, maintenant, elle essaie aussi de jouer sur le dossier syrien, encore une fois. C'est-à-dire que nous, on peut contrôler les milices là-bas. Si on a des régions où il y a des milices pro-turques, ça garantira plutôt la sécurité d'Israël. Mais à mon avis, c'est un jeu avec le feu, parce que dans le contexte actuel, ce n'est plus question israélo-palestinienne, c'est une question économique dans la région et du gaz. Je crois que Erdogan, il cherche des alliés, il cherche les Israéliens comme des alliés, et ça ne marche pas. Donc maintenant, il est un peu coincé dans cette question. Et je crois que l'Égypte, elle a la meilleure position parce qu'elle est le médiateur pour le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, et en même temps le garant de la sécurité et des intérêts économiques de nos amis en Chypre et dans la région. Et pour la Palestine? Bon, les Palestiniens doivent d'abord se réconcilier vraiment, en vérité. Ils doivent se réunir. Et le Hamas doit vraiment montrer leur capacité à ne pas écouter ni au Qatar, ni à la Turquie. Nous sommes les grands frères du pays arabe, l'Égypte. Et ils doivent reconnaître cela. Et donc la réconciliation, c'est le mot-clé. Il faut qu'il y aura une seule voix pour les Palestiniens. L'autorité palestinienne et le président Mahmoud Abbas et le représentant légitime. Et c'est le moment où il y a un seul front palestinien pour des négociateurs où Israël n'aura pas d'autre solution que dialoguer et s'asseoir sur la table de négociation. Bon, et la politique extérieure américaine envers la Palestine et envers Israël? Hier, c'était la première déclaration de Donald Trump, lorsqu'il a dit les implantations israéliennes ne montrent pas vraiment qu'Israël veut la paix. La première fois, il a déclaré. Et il a dit en même temps que je ne vois pas l'intention de la paix chez les Palestiniens ni chez les Israéliens. Donc je crois que pour la politique, ça c'est très important parce que pour la politique intérieure américaine, Donald Trump, il a besoin vraiment du lobby israélien. Il n'a pas le choix. Il a beaucoup d'ennemis, et surtout les médias. Et il veut vraiment... Mais il a besoin du lobby juif, pas israélien. Pourquoi je dis israélien? Parce que ça tourne à la fin vers Israël. Ça tourne à la fin vers Israël. Donc, s'il fait la pression contre Israël, ça va tourner mal pour lui à la fin. Alors lui, il vise normalement, c'est pour cela qu'il a fait la question de Jérusalem. Il attend des problèmes chez lui, pourquoi il pense de Jérusalem, c'est la dernière de ses préoccupations. Mais il l'a fait parce que c'était pour Israël. Je crois que tant que l'administration Trump aperçoit qu'il n'y a pas vraiment une voix palestinienne unifiée, bien sûr, pourquoi pas soutenir Israël dans toutes ces démarches. Mais la déclaration d'hier montre qu'il y a un changement, que les Américains veulent jouer un rôle de médiateur, c'est-à-dire pour revenir au Moyen-Orient
ils doivent montrer aux Palestiniens qu'ils font des critiques aux Israéliens aussi. Et peut-être c'est aussi la visite de Rex Tillerson, c'est de parler avec l'Égypte sur cette question que nous, on a besoin de revenir en tant que médiateur. Et je crois aussi qu'ils ont très peur que c'est Vladimir Poutine qui reprendra ce dossier de leurs mains et ça sera un désastre pour eux. Mais ils ne peuvent pas être médiateurs tant qu'ils ont déclaré Jérusalem capitale d'Israël. C'est un fait, c'est fini, bien sûr. Lui, il ne peut pas revenir à ça. Mais l'ambassade n'a pas été transférée encore. Comment dire, le vice-président américain Mike Pence, il a dit en 2019. Il a donné une date, il l'a dit au Knesset israélien, à la Knesset israélienne. C'est-à-dire... Pourquoi en 2019? Pourquoi dans un an? C'est-à-dire si c'est une décision qui était prise, pourquoi attendre un an? Je crois que les Américains essayent de jouer sur les émotions. Donner une date 2019 pour les Israéliens, c'est-à-dire c'est proche. Donc, dans un an, c'est-à-dire on va compter 12 mois. Mais de dire 2019, c'est-à-dire c'est un peu proche, je crois que c'est de la communication. C'est un jeu de communication pour les Israéliens, pour sentir qu'on est sérieux. Voilà, on a une date, c'est 2019, on va agir comme ça. Mais... est-ce que ça va être réalisé? On ne sait jamais. Vous avez vu avant-hier comment un F-16 israélien est tombé. On était à 2 pas d'une guerre dans la région. Donc tout peut changer. Tout peut vraiment être bouleversé à la dernière minute. Mais en tout cas, jusqu'à ce que ça change, ça va rester un obstacle pour la participation aux États-Unis à n'importe quelle négociation concernant la Palestine. Bien évidemment, parce qu'un partenaire, il est censé être neutre, au moins. Bien sûr, impartial, et qui prend les décisions pour l'intérêt des deux parties. Mais je crois que la déclaration d'hier et la visite d'aujourd'hui, la déclaration de Trump hier et la visite de Rex Tillerson aujourd'hui au Caire, montrent beaucoup de choses. Montre qu'il y a un calcul qui est en train de se refaire de nouveau. N'oublions pas une chose, c'est que les Israéliens aussi sont intelligents dans la situation actuelle et comprennent que leur coopération avec la Russie est aussi importante, le maître du jeu maintenant. Regardez. Lorsqu'il y a eu l'incident avec l'aviation israélienne, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait fait, c'est de contacter Vladimir Poutine. Et puis il a ensuite appelé le secrétaire d'État américain. Mais il a contacté directement Poutine parce qu'ici c'est le maître du jeu. Je crois que les Américains eux-mêmes, ils ont compris que les Israéliens eux-mêmes, ils ne vont pas compter trop sur les Américains lorsque ça devient très très sérieux. C'est pour cela, peut-être, ils font un recalcul de montrer aux Israéliens, nous aussi, on peut avoir les Palestiniens de notre côté et recalculer et refaire une nouvelle stratégie avec l'aide de l'Égypte. Donc c'est un jeu plutôt entre Washington et les Israéliens qui arrive de temps en temps, mais le dernier incident militaire, je souligne militaire, a montré que les Israéliens comprennent très bien que c'est les Russes qui contrôlent maintenant la région. Surtout après ce qui s'est passé en Syrie, entre les Russes et en quelque sorte les forces multinationales ou américaines. Bien sûr, les Israéliens ils ont observé de loin, ils ont trouvé que les forces qui ont été soutenues par les Américains et les Turcs n'ont pas abouti à quelque chose. C'est les forces de l'armée de Bachar el-Assad, l'armée syrienne nationale, que d'ailleurs notre président... Soutenue par la Russie. Bien sûr. D'ailleurs, notre président Abdel Fattah el-Sisi l'avait dit, nous soutenons les armées nationales des pays. C'est-à-dire que c'est une armée régulière et que l'effondrement de l'armée syrienne n'a pas eu lieu comme ça a été calculé. Et je crois que là, les Israéliens ont compris. Et d'ailleurs, il y avait un général de l'armée israélienne qui avait dit à un certain moment, depuis 1967, depuis la guerre de 6 jours, c'est la première fois maintenant que nos pilotes doivent coordonner avec les Russes avant de survoler l'espace aérien du Liban ou de la Syrie, parce que c'est un espace libre pour eux. Et je crois que l'incident d'avant-hier, c'est un message clair aux Américains d'abord, que maintenant les Russes contrôlent la situation, parce que la réponse de Vladimir Poutine, c'était
que les Israéliens, je les conseille de garder le sang-froid, c'est-à-dire de calmer le jeu. Et quelle est la situation en général de la Russie dans la région? La position elle regagne de la place. Regardez, Vladimir Poutine, il a une mentalité totalement différente, bien sûr, des Américains sur cette question. Il avait dit, il ne veut pas devenir le policier de la région. Il avait dit, on ne le veut pas, ni pour le monde, ni pour le Moyen-Orient. Nous croyons dans les forces, dans les piliers de chaque région. C'est-à-dire il y a l'Eurasie, c'est-à-dire il y a la Chine, il y a la Russie, ce sont des forces, l'Iran, l'Égypte, la Turquie. Donc il fait ses calculs comme ça. C'est différent, c'est très différent de la calcul américain, c'est-à-dire nous avons la suprématie monétaire, militaire et politique, diplomatique, nous faisons ce qu'on veut. Non, lui, il compte sur mettre le pied dans une région. Il a mis le pied en Syrie. Et là, il montre aux Israéliens que maintenant, ce n'est plus comme avant, et il montre aux Américains qu'on est là pour longtemps. Docteur Cherif Amin, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à notre invitation et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau colloque.